Bonjour Julien, comment Bonjour. vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Moi super bien, il fait beau sur l'Ardèche, donc ça va. Nous aussi, à Montpellier, c'est vraiment un super temps. Eh ben, je suis contente que le temps soit revenu parce que là on a eu quelques jours qui n'étaient pas super et puis j'aime bien quelques temps. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter Julien? Oui, alors je me considère avant tout comme un citoyen de notre jolie et belle planète. Parce que, tu sais, je trouve qu'on a, j'insiste là-dessus parce que je trouve qu'on a cette tendance à mettre des étiquettes un peu sur tout. Et moi, je me considère mais vraiment comme un citoyen qui fait sa part un peu, tu sais, comme un colibri, quoi. Et donc, alors s'il faut mettre des étiquettes, on peut considérer que je suis chef d'entreprise, que je suis réalisateur de films, avec le film C'est quoi le bonheur pour vous et L'école de la vie, une génération pour tout changer. Je suis aussi créateur d'événements avec le Festival pour l'école de la vie et le Congrès Innovation en éducation. Et puis, on organise des séjours vélo, yoga et méditation. Donc, on a une casquette aussi dans le tourisme parce qu'on a un réseau qui s'appelle Néo Horizon Travel et qui consiste à faire partir des gens un petit peu partout dans le monde. Eh ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Nathalie, coach conférencière. Je travaille sur les stratégies d'évolution et en ce moment, j'utilise le confinement pour faire des interviews. Et j'ai aussi une conférence qui s'appelle le guide de survie à l'usage des licornes, bisounours et autres zèbres au pays des requins. Et donc, moi, je te suis depuis un bon bout de temps sur tout ce qui est éducation parce que je suis membre d'un réseau qui s'appelle Coach à l'école et qui intervient dans le milieu scolaire et qui est partenaire du milieu scolaire. Et est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu vis ce confinement et comment ça se passe pour toi au niveau du confinement? Moi, je le vis très bien. C'est assez étonnant, ça dénote peut-être avec l'ambiance générale. Moi, je pense que je fais partie des chanceux, donc je le vis très bien. Ça n'a pas réellement d'impact, j'ai envie de dire, sur ma vie personnelle et professionnelle, parce que, pour synthétiser, dans mon activité professionnelle, nous, on est quand même beaucoup sur Internet, donc du coup, même, on travaille beaucoup plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'on a plus de facilité à véhiculer des informations positives parce que les gens sont chez eux et donc du coup, ils ont le temps en fait pour lire et pour s'abreuver d'informations positives. Donc nous, on s'éclate à ce niveau-là et c'est génial. Au niveau de mon équipe constitutive, 80% ce sont des prestataires de services, donc eux travaillent déjà de chez eux ou dans un local et donc du coup, ça ne change pas trop non plus leur activité. Donc nous, professionnellement, là, depuis 2 mois, on trouve que c'est génial. En fait, on se dit que c'est une merveilleuse période pour accélérer les prises de conscience et on se fait un malin plaisir, j'ai envie de dire, à véhiculer de l'information sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, à travers des newsletters, enfin tout ce qu'on sait faire en fait, quoi. Donc voilà, le film C'est quoi le bonheur pour vous est en accès gratuit depuis le 20 mars et je crois qu'on est déjà à 750 000 personnes qui ont vu le film, tu vois, en à peine un mois et donc voilà, moi, j'ai plein d'indices qui me montrent que c'est un accélérateur de prise de conscience, donc je trouve ça génial. Et d'un point de vue personnel, ça ne change pas énormément non plus de choses, si ce n'est que j'ai plutôt l'habitude de me déplacer assez régulièrement dans le cadre de mes activités. Donc il y a 6 mois de l'année où je suis en déplacement un petit peu partout dans le monde, donc là, évidemment, je me déplace moins. Mais par contre, ça me laisse plus de temps et plus de marge pour m'occuper de moi. Donc, j'ai des routines quotidiennes, mais là, du coup, je les rallonge forcément. Au lieu de me consacrer une demi-heure à 45 minutes le matin, pour moi, je prends plutôt 1h30, 2 heures. Donc, en ça, je trouve que c'est très positif. Donc, moi, je le vis bien. Et je sais qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Mais pour moi, c'est un chouette tournant quelque part en fait de notre humanité. Et donc j'essaie de surfer un maximum dessus pour semer un maximum de graines. Ouais, c'est un peu ce que j'ai constaté avec toutes les interviews, c'est que dans certains cas, le confinement nous empêche de fuir et nous met face à nos propres réalités. Et quand on est en accord avec soi-même, le confinement devient quelque chose de super positif. Et on a du bonheur d'être aligné avec ce que je suis. Ouais. Comment est-ce que tu vois les choses après la sortie du confinement? Eh bien, tu sais, moi, j'ai pris l'habitude d'être... alors, c'est pas une habitude, je pense que, en tout cas, je la cultive, d'être optimiste et positif.
Donc, j'ai toujours un regard très optimiste et positif sur les choses. Évidemment, je suis pas dans le monde des bisounours, hein, mais je vais d'abord te donner ma version optimiste et positive. Vas-y. Comme je te le disais, pour moi, c'est un accélérateur de prise de conscience. Et comme depuis 17 ans, en fait, j'ai créé mon entreprise en 2003, donc tu vois, ça fait 17 ans qu'on sème des graines, quoi, en gros. Ouais. Et je trouve ça génial parce qu'une fois de plus, là, on n'a pas le choix, quoi. Donc, enfin, on n'a pas le choix. On a toujours le choix, évidemment, mais disons que les personnes qui sont confinées chez eux, plus le temps passe, plus ils ont un peu ras-le-bol de l'information qui est véhiculée à travers les médias, quoi, donc à travers la télé essentiellement, la radio, parce que grosso modo ça tourne en boucle, donc ça n'a pas trop changé, c'est quand même beaucoup de l'information anxiogène et négative, donc ils essayent d'aller chercher de l'information ailleurs. Donc nous, évidemment, comme on est là depuis 17 ans, on a de quoi dire, on a de quoi véhiculer, et donc je me dis à chaque fois que là, il y a de plus en plus de graines en fait qui se sont semées. Et donc, du coup, de plus en plus de personnes qui prennent conscience aussi de beaucoup de choses. Alors, parfois, dans les prises de conscience, évidemment, ça se fait pas non plus tout le temps de manière positive, parce que parfois, ça peut nous heurter. En fait, on n'est pas toujours prêt à changer notre regard et à voir les choses de manière différente, surtout si on y accorde du crédit. Donc, je sais que pour certains, c'est pas forcément simple à vivre. En tout cas, c'est très questionnant et du coup, ils ont un tas de questions à poser par rapport à tout ce qui se passe. Et tout ce qui est existant, en tout cas, avoir un regard un peu différent. Et donc, moi, je me dis qu'à la sortie de ce confinement, forcément, il y a encore plus de populations qui vont voir les choses de manière très différente, à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la politique, au niveau de l'environnement, au niveau de l'éducation. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je crois qu'on s'est aperçu de beaucoup de choses. Donc moi, j'ai envie de croire en tout cas qu'il y a une partie de la population qui va avancer dans ce sens-là et que ça va entraîner sûrement d'autres personnes derrière. Après, il y a une autre partie de la population qui était déjà en cheminement, donc pour elle, en fait, c'est juste parfait. Et je pense qu'elle-même, d'ailleurs, contribue à essaimer des graines aussi autour d'elle, au même titre que ce que tu fais, en fait. Donc, on est j'ai envie de dire, des centaines de millions de personnes, en fait, à travers le monde à faire la même chose, quoi, à semer des graines et être un petit colibri. Et plus on sera nombreux, mieux ce sera. Voilà, c'est ça. Et moi, je le constate depuis le début de mes activités, c'est qu'une graine semée, c'est une graine semée, donc c'est pas quelque chose d'anodin. Donc ça peut mettre longtemps à pousser, mais ça va aboutir de toute façon sur quelque chose. Donc, et moi, je vois ce champ-là, donc je vois en fait tous ces professionnels, tous ces écrivains, ces philosophes, toutes ces personnes qui font des lives en permanence sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Zoom, sur tout ce que vous voulez, et qui avancent dans cette direction d'essayer de semer des graines positives. Et donc voilà, ça commence à faire beaucoup quand même. Donc je pense pas qu'on ait encore passé le seuil des 51% de la population qui sont en cheminement, on va dire, et ce fameux point de basculement, mais je pense qu'on n'en est pas très loin. En tout cas, là, ça accélère les choses. Donc il y a cette partie de population qui est en avance et donc du coup qui va continuer son chemin et je pense que ça va encore plus accélérer les choses. Et puis il y a la version où il y a une partie de la population qui est pas encore prête en fait à écouter ces messages et qui les rejette totalement et qui ne veut pas du tout en entendre parler. Mais je me dis quand même que c'est quand même une graine qui a été semée. C'est-à-dire que si on fait un parallèle, moi je me rappelle à l'époque, donc j'ai 41 ans, et à l'époque quand je crée mon entreprise, donc j'ai 23 ans, et je suis dans ma petite chambre de bonne de 10 mètres carrés, et j'ai une télé en fait. Et puis je me rappelle en fait rentrer chez moi très régulièrement et mettre la télé, juste pour avoir un fond sonore, en fait, comme si ça occupait un peu la pièce et que je me sentais pas seul. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on fait ça? C'est que finalement, on sème des graines aussi. C'est-à-dire, tous les messages qui sont véhiculés à la télé sont des graines qui sont semées. Et je me suis aperçu que c'était anxiogène, en fait, que ces graines-là qui se semaient dans mon cerveau, et ça me stressait, en fait. Ça me mettait mal à l'aise, ça me mettait mal parce que je me sentais impuissant face à beaucoup de choses. Et je me rappelle le jour où je m'en suis séparé, me libérer vraiment d'un poids, en fait, d'un boulet. Et j'ai senti vraiment un bien-être juste en me séparant, en fait, de ma télé. Mais je fais le parallèle avec ça parce que du coup, ça a été quand même des graines qui se semaient dans mon cerveau. Donc je me dis que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de toute façon, si à un moment donné, quelqu'un qui est complètement fermé à une vision un peu différente des choses tombe sur ne serait-ce que 2 minutes d'une personne qui parle d'une vision très différente, et cette graine-là, elle aurait été semée. Et peut-être qu'un autre jour, je sais pas, dans 1 an, 10 ans, 2 mois, il va tomber, je sais pas, un exemple sur un livre qui va lui faire penser à ce que ce mec-là a dit à un moment donné dans une vidéo ou à la radio. Et donc, du coup, ça va l'amener peut-être sur une autre réflexion. Et donc, moi, je crois à ça, en fait. Je crois à cette initiative citoyenne
d'inspirer les gens autour de nous à être la meilleure version d'eux-mêmes, en fait, puis à remettre un peu en question, pas forcément le système, mais en tout cas à se faire une vraie idée par soi-même des choses. Donc moi, je crois à ça. Et après, évidemment, le côté très objectif et pragmatique, c'est que ça va quand même changer beaucoup de choses sur notre planète, ce qui se passe. Et donc, il va falloir s'adapter à ces changements et ça va changer dans beaucoup de points de notre société. Donc, moi, je crois à la capacité d'adaptation de l'être humain. Donc, on va s'adapter forcément. Et il y aura une petite période de transition, à mon avis, qui va durer une bonne année. Et puis après, on repartira sur comme si de rien n'était, en fait, quelque part. Oui, moi je pense qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup de solidarité, de subsidiarité aussi, se substituer à éventuellement un État qui serait protecteur et patriarcal par rapport à une initiative individuelle. Moi je pense qu'il va y avoir beaucoup d'intérêt à travailler sur la subsidiarité. Je le vois, je l'ai fait ce matin et je l'ai fait un peu inconsciemment. J'ai acheté des masques et je rencontre une personne âgée. Je lui dis, mais est-ce que vous avez des masques? Et non, la commune fait rien. J'ai des masques, je lui en ai donné et puis voilà quoi. Ça va pas me rendre plus pauvre et pour lui, ça va peut-être faire toute la différence. Et je pense que si on fait une part de ce qu'on a et on la met de côté pour les autres, ce sera super important. Je voulais parler des enfants parce que moi, je suis particulièrement. J'ai écouté ta conférence TEDx et pareil, t'as pas eu une super scolarité, je dirais. Oui. Et comment est-ce qu'on peut moi, je trouve que c'est aussi une grande chance pour tous tous les enfants qui ont été en confinement là, d'apprendre des choses différentes, etc. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner aux parents? Pour essayer de maintenir cette école un peu différente qui a été créée pendant le confinement. C'est une question qui n'est pas évidente parce que je suis ni enseignant ni parent. mais bon, j'ai un point de vue forcément. Alors déjà, je voudrais revenir en fait sur ma scolarité. Oui, ça n'a pas été évident parce que en fait, on m'a mis une étiquette. Tu sais, je reviens sur les étiquettes dont on parlait au tout début. On m'a mis une étiquette en fait d'enfants différents. Et donc, en fait, c'est pas évident quand tu es dans une classe, je sais pas, de 20, 30 élèves, où tout de suite, en fait, on te dit, toi, tu es différent, en fait. C'est pas comme tout le monde. J'ai connu ça, donc. C'est pas évident. Et tu te dis, pourquoi? Non, enfin, tu sens pas que tu es différent. Alors après, oui, tu sens que tu es différent dans l'apprentissage, parce que ça devient à un moment donné, enfin, très, très évident, quoi. Mais moi, en tout cas, j'ai transformé les choses et je suis devenu un peu le clown, tu sais, dans la classe. Donc, moi, j'ai une scolarité où je me suis amusé quand même. En fait, où j'allais à l'école pour retrouver mes potes et pour rigoler, en fait. Donc, parce que les enseignants avaient du mal aussi à capter mon attention parce que moi, j'apprenais de manière très différente. Et donc, ce que je veux souligner, c'est que c'est très important d'aller à l'école. C'est très important d'aller jusqu'au bout, quoi, en fait, de passer des diplômes et tout, etc. Mais il faut pas se mettre une grosse pression non plus, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la fin de sa vie si on n'a pas de diplôme. Moi, je fais partie justement de ces citoyens qui n'ont pas de diplôme. Donc, j'ai même pas le BEPC, j'ai pas de bac, j'ai rien du tout, quoi. Et donc, je suis parti, comme je le dis d'ailleurs dans mon TED, d'une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur à Paris, avec pas d'argent. J'ai créé le marché du tourisme éco-responsable à l'époque, alors que je ne maîtrisais absolument pas le tourisme, puisque je faisais des études qui n'avaient rien à voir, en fait. Je faisais sciences techniques laboratoires, donc on étudiait le corps humain. Et donc, pourquoi je me suis lancé là-dedans? Parce que j'ai écouté mon intuition, que je me suis fait confiance et que j'étais déjà, moi, dans une démarche, j'ai envie de dire, de développement personnel, en fait, parce que ça a commencé assez tôt pour moi. Et donc, s'il y a quelque chose à recommander, notamment, c'est un peu ça, en fait. Et ça commence d'ailleurs à l'école, mais c'est valable pour les parents, c'est d'essayer de faire confiance un maximum à son enfant, parce que lui, il sait très bien ce qu'il veut, même s'il a du mal à le réaliser, en fait, intérieurement, il sait très bien ce qu'il veut et vers quoi il a envie de tendre. Et donc, je me rappelle qu'à l'époque, je sais pas, quand tu as 15-16 ans, on te demande un peu, tu as le conseiller d'orientation qui dit qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, et tu es paumé, en fait, tu sais pas trop quoi dire. Non, je sais pas réellement ce que j'ai envie de faire. Mais par contre, si le plus tôt possible, on nous accompagne justement dans cette direction, c'est-à-dire à reconnaître vraiment ce qui nous fait vibrer, à comprendre nos émotions, à comprendre un peu la mécanique en fait de notre corps humain, qu'est-ce qui est bon en termes d'alimentation, le sommeil, le sport, enfin tout ça, quoi. Pourquoi pas le yoga, la méditation, mais accompagner, en tout cas développer l'être,
c'est-à-dire équilibrer entre développer le savoir et l'être, qui est vraiment une notion d'équilibre, je pense qu'on aurait même plus ces questions en fait à se poser et ça deviendrait un peu logique, quoi. Donc, soit à un moment donné, on créerait une activité qui est totalement en cohérence et vraiment alignée avec nos valeurs et notre éthique, soit on ferait partie d'une entreprise en tant que salarié, pareil, en fait, en accord avec notre éthique et nos valeurs, et on mettrait vraiment à contribution nos excellences pour les autres et pour le bien commun. Et donc, je pense que c'est vraiment valable et dans le corps enseignant, c'est-à-dire pour le système éducatif et pour les parents, c'est d'accompagner le plus tôt possible et de faire confiance les enfants juste à être, en fait, vraiment à les révéler tels qu'eux, ils ont envie d'être. Donc là, peut-être que la tendance en ce moment, c'est possible parce que moi, je le vois avec mes neveux, c'est, voilà, moi, j'adore les jeux vidéo, les enfants vont dire ça, hein, je parle pas pour moi, mais j'entends mon neveu qui dit, moi, j'ai envie de devenir un professionnel des jeux vidéo parce qu'ils sont connectés très souvent derrière leur écran, leur téléphone. Et donc, moi, je lui dis à chaque fois, mais pourquoi pas? Mais si tu veux le faire, donne-toi à 100%. Tu donnes tout là-dedans, quoi, et tu verras bien réellement si c'est une vocation pour toi. Mais ne le fais pas à moitié, quoi, en gros. Donc, je pense que c'est pas évident pour les parents de dire ça, en fait, et de faire entièrement confiance à son enfant et de lui dire, OK, je te suis, vas-y, t'as envie de devenir journaliste et d'aller, je sais pas moi, être journaliste sur des États en guerre, par exemple. OK, je te fais confiance, vas-y, fais-le, quoi. Je sais que c'est pas simple, mais je pense qu'on a tous des excellences et un des points que j'ai retenu dans cette enquête que j'ai menée autour du bonheur, c'est qu'à partir du moment où on met à contribution justement nos excellences pour le bien commun et pour les autres, c'est-à-dire vraiment qui on est, mais que ça contribue à quelque chose de positif pour l'environnement dans lequel on se trouve, et ben en fait ça nous permet de tendre vers le bonheur. Et donc et c'est peut-être ça la bonne question qu'il faut se poser, quoi. Est-ce que c'est pas plus important d'être épanoui, d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, et donc évidemment bien avec les autres, plutôt que de rouler en Ferrari et puis de gagner des millions et des millions, quoi. Donc moi je pense que ça serait vraiment bien que les parents et les enseignants avancent dans cette direction et que tout le monde en fait fasse l'effort et conscientise que c'est une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres, quoi. Donc c'est valable pour tout le monde. Donc voilà ce que je pourrais leur dire. Ok. Ouais, moi je peux citer l'exemple d'un jeune en coaching que j'ai eu pendant le confinement. Sa maman qui est coach m'a dit moi j'aimerais bien que tu me le coaches parce que il a que le prof de maths qui lui donne des cours de maths et j'ai peur qu'il perde du dynamisme, etc. Du coup, on a commencé à travailler en coaching et il a écrit un livre. Génial. Il aimait pas le français, donc voilà. Et du coup, il a écrit un livre avec une histoire, mais vraiment super, avec 16 pages avec la page de garde, vraiment comme un livre. Il a fait un livre. Et après, il s'est lancé dans des expériences de chimie. Il voulait décolorer un t-shirt. Alors, ça marchait pas. Et alors, je lui dis, du coup, on était dans des expériences je lui dis, écoute, essaie de modéliser, essaie de voir quel est l'élément qui fait qu'il marche pas. Est-ce que tu as mis trop d'eau? Est-ce que tu n'as pas mis assez d'eau de javel? Et du coup, on a travaillé sur une méthode plutôt scientifique de rechercher ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc, de la logique pure, mais à travers un jeu. Et le dernier truc, c'est qu'il m'a dit, moi, j'aime pas l'histoire, la géographie, les machins. Je lui dis, mais t'aimes quoi comme jeu? T'aimes faire quoi? Il fait, j'aime bien Minecraft, jeu vidéo. Et je lui fais, tu fais quoi dans Minecraft? Il fait, je fais des villes. Et je fais, quand tu fais, par exemple, la bibliothèque, tu vas faire peut-être un exercice de français que tu vas rajouter dans ta bibliothèque. Est-ce que et du coup, est-ce que l'hôpital, ça peut pas être l'aéroport, ça peut pas être l'endroit pour apprendre l'anglais? Et du coup, on a transformé l'apprentissage en quelque chose d'un jeu quelque chose qui pouvait mettre dans le jeu Minecraft. Là, c'est une bonne idée. Et du coup, voilà, il s'éclate pendant le confinement. Ah ouais. Mais ça, c'est pareil, ça a été prouvé. Enfin, même nous, en tant qu'adultes, on apprend mieux et plus facilement si on est dans l'expérience et si en plus on s'amuse, quoi. Voilà. Donc, prenez la vie à la rigolade. Ouais, c'est ça, mais ça ne veut pas dire, une fois de plus, être dans le monde des bisounours, quoi. Mais tu sais, garder ce petit enfant intérieur, quoi. Voilà. Dernier conseil, je sais qu'il y a le congrès de l'innovation de l'éducation au mois d'octobre.
Oui. Je serai présente. Cool. je viendrai à Paris. Qu'est-ce que tu connais déjà les invités? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Ouais, en fait, déjà, on est très content de faire cette édition à Paris. Alors, évidemment, on croise les doigts, hein, parce que dans le contexte actuel, il y a quand même un point d'interrogation, hein, sur le fait que est-ce que le congrès va quand même avoir eu lieu, parce que des dernières informations qu'on a eues, apparemment, tous les événements qui sont supérieurs à 5000 personnes sont totalement interdits. Nous, on est largement en dessous, on est à 1000 personnes. Donc nous, on a envie d'y croire par rapport à ça, mais en même temps, depuis le début du confinement, il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur plein de choses. Il n'y a rien réellement qui a été posé, qui est très concret. Donc c'est bien quand même de prévenir les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent en leur disant, voilà, nous, on fait tout pour que cette édition, elle existe, mais on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, le gouvernement, il nous dise, non, en fait, c'est interdit, quoi. Donc, on est super content parce que jusqu'à présent, moi, ça fait 7 ans que je suis basé à Montpellier, donc je suis parisien d'origine. Et depuis 7 ans, on crée 2 événements phares. Donc, comme je le disais, le Festival pour l'école de la vie et le Congrès Innovation en Éducation. Et à chaque fois, ça a lieu à Montpellier parce qu'on est basé ici. Ça attire beaucoup de monde malgré tout parce que le festival, c'est 15 000 personnes, entre 10 et 15 000 personnes qui viennent tous les ans. Donc, qui viennent en plus de partout de la France. Le congrès ici à Montpellier, on est limité à une salle de 600 personnes, mais c'est des gens aussi qui viennent de partout de la France. Mais depuis ces années, souvent on nous dit ce serait bien quand même que vous organisez quelque chose dans le nord de la France parce que tout le monde ne peut pas venir dans le sud. Alors que nous, on leur trouve des arguments, on leur dit mais nous, vous savez, ici on a le soleil, on a la plage et tout, c'est quand même mieux. Quand on termine le congrès ou le festival, on peut aller se baigner après, c'est quand même plus sympa. Et puis, cette année, en fait, on a pris la décision de faire une pause avec le Festival pour l'école de la vie. Donc la 6e édition aura lieu en 2021. Donc je me dis, tu vois, l'un dans l'autre, on a pris une bonne décision. Heureusement qu'on n'a pas maintenu notre édition cette année. Et puis du coup, on s'est dit, tiens, peut-être que ça nous laissera plus de temps pour essayer de proposer quelque chose à Paris. Et donc du coup, on peut organiser ce congrès à Paris. C'est challengeant parce que les coûts d'organisation sont très très élevés. Donc, mais on a envie de tenter l'expérience. Et donc, ce sera le 24 et le 25 octobre. Ce sera à l'Espace Charenton. Le congrès, c'est un format vraiment typiquement congrès. Donc, il y a 10 conférenciers et 2 débats le samedi matin et le dimanche matin. Ça parle que d'éducation, évidemment. C'est que des professionnels qui sont dans le domaine de l'éducation. Ce sont généralement des professionnels qui sont connus, en fait, dans ce domaine. Ils ne sont pas forcément connus de l'extérieur, comme beaucoup. Mais généralement, ils ont quand même un paquet de personnes qui les suivent. Et il y a 26 stands sur place. Donc, du coup, on peut aussi se rapprocher d'acteurs. C'est toujours pareil, en fait, si tu veux, nous, quand on a créé le festival et le congrès, notre désir, qui reste encore très présent, c'est de mettre une lumière, en fait, sur l'existant. Parce que les médias s'emparent pas du sujet. Donc, en fait, une majorité des citoyens ne sont pas au courant, en fait, de toutes les solutions qui existent autour de nous pour accompagner au mieux les enfants, en fait, qu'on soit enseignants ou parents. Alors qu'il y a des milliers et des milliers de solutions. Donc, nous, on essaie de mettre un éclairage dessus et puis de faire un peu de buzz, en fait, tu vois, vraiment de le rendre accessible à un maximum de personnes. Et ça marche bien, hein, ça marche bien parce que c'est vrai que ça fait un sacré buzz. On sent que ça a même eu des répercussions au sein du ministère de l'Éducation nationale de manière très positive. Donc c'est le genre d'événement, à mon sens, et c'est ce que je dis très souvent, qu'il ne faut pas rater. Pourquoi ? Parce que, et j'ai envie de dire même limite uniquement pour ça, c'est parce qu'on se retrouve un moment dans l'année avec des gens en fait qui sont un peu comme nous. Donc des personnes qui ont des valeurs, une éthique, qui ont envie d'avancer dans le monde de l'éducation. Pour la plupart, c'est des enseignants ou des professionnels qui avancent dans cette direction. Évidemment, plus de la moitié ce sont des parents aussi. Et ça fait du bien en fait de se retrouver avec des gens qui sont dans l'action, qui partagent des valeurs communes. C'est comme si on se retrouvait un peu entre nous comme une grande famille. Et au-delà de ça, ça crée des connexions en fait. Ça crée il se passe des choses. Donc on sait qu'après le festival et après le congrès, il y a plein d'entreprises qui se créent, il y a plein d'associations qui se jumelent en fait parce qu'ils sont complémentaires dans ce qu'ils font. Il y a des écoles nouvelles aussi qui se créent. Donc c'est une espèce de bouillon de rencontres qui est assez rare parce que c'est 3 jours pour le festival et 2 jours pour le congrès. Et pour moi, rien que pour ça, il faut en profiter. Et pour les gens qui viennent, ils nous le disent souvent. Ça redonne foi en l'humanité, en fait. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà. Et alors, il y a pas mal de chefs d'entreprise là, qui vont nous écouter, qui sont aussi pas mal de coachs qui sont dans le développement personnel. Je suis membre du réseau Coach à l'école. Si on veut, par exemple, avoir un stand au congrès de l'innovation de l'éducation,
Comment est-ce que ça se passe? C'est simple, en fait, il suffit juste de nous envoyer un mail ou de nous passer un coup de fil. Notre adresse mail, il y a 2 adresses mail, c'est soit innovationeneducation@gmail.com, soit info au singulier @neobienêtre.fr. Soit on nous passe un coup de fil, hein, c'est le 04 34 00 63 06. Il n'y a que 26 stands, là il y en a déjà 10 qui sont réservés, donc il ne faut pas trop tarder. Et puis au niveau de la billetterie, pour ceux qui voudraient participer, donc assister, être dans la salle, c'est une salle, comme je disais, qui est limitée à 1000 personnes, enfin 1100 personnes précisément. Et donc du coup, la billetterie, elle est uniquement en ligne. Donc il n'y aura pas de billetterie sur place. Donc si on veut venir, il faut prendre ses billets à l'avance directement sur le site. Et là, il suffit d'aller sur le site, vous tapez Congrès Innovation et Éducation et on tombe directement sur le site. Ça, c'est déjà fait et ça marche parfaitement bien parce que j'ai déjà mon billet. Ah bah très bien. Ok. Je te remercie pour le temps que tu nous as consacré. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour finir? Déjà, merci à toi. Moi, je suis ravi aussi de participer à cet échange. C'est important. Tu vois, une fois de plus, je sais que de cet échange, il va y avoir encore des graines qui vont se semer derrière. Donc, moi, je suis ravi de tout ça. Un dernier mot, c'est une phrase qui est dans mon bureau, que j'ai encadrée. C'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et j'aimerais bien, en fait, que les gens conscientisent ça parce que je trouve que cette phrase-là, cette citation de Gandhi, elle résume tout. C'est-à-dire que, tu sais, nous, en bon français, on dit très souvent qu'on est un peuple un peu râleur et qu'on se plaint tout le temps. Et moi, j'ai envie de dire, arrêtons de râler et passons à l'action, en fait. Donc, parce que on a un bouillon de créativité aussi en France. On a plein d'idées, on a vraiment beaucoup d'idées. Il manque encore des personnes qui passent à l'action. D'accord. Donc, soyons le changement. Soyons le changement, je suis entièrement d'accord avec toi. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré et puis à très bientôt. Je vais couper cet enregistrement puis on va continuer à se parler après derrière. Ça marche. Merci. Merci.